Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. On accueille maintenant Myriam Bafou. Bonjour Myriam. Oh, mais si je t'ouvre le micro, ça marchera beaucoup mieux. Bonjour Myriam. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de t'accueillir. Tu es chercheuse en philosophie féministe, militante. Tu as publié Héropolitique, écoféminisme, désir et révolution aux éditions Le Passager clandestin en 2025. Et tu es présente ici au Festival à l'école de l'Anthropocène car tu animes la masterclass Héropolitique et écologie à 17h. Mais je crois que tu voulais réagir un petit peu à la lecture que vient de nous proposer Bérénice. Oui, déjà merci beaucoup de me recevoir. Merci aux personnes qui sont ici. J'ai été assez surprise de la lecture qui a été faite là, puisque je ne savais pas du tout que ça allait être ça. Je l'ai découvert 30 secondes avant que je m'installe. Et il s'avère que ce livre qui a été publié il y a à peu près un mois, donc c'est vraiment très très récent, a été une des lectures pour moi les plus renversantes de 2026. Je sais que 2026 a commencé que depuis janvier, mais nous, les gens de l'université, on lit beaucoup là. Alors si je dis la lecture la plus renversante, c'est que vraiment elle a été en compétition avec beaucoup d'autres. C'est un livre qui est absolument nécessaire dans le paysage théorique de l'écologie politique aujourd'hui, on pourrait dire quelque chose comme ça, en particulier en français, parce qu'en fait les textes qui sont traduits, donc c'est une anthologie de textes, ces textes qui sont traduits existent depuis les années 90, on est en 2026, donc c'est vraiment, il y a tout un décalage historique en termes de traduction et de réception de cette école-là qui s'appelle les nouveaux matérialismes, que je vais pas trop rentrer dans la définition de ce que c'est, mais je voudrais juste peut-être à la fois m'arrêter, insister et peut-être reformuler pour celles pour qui c'était peut-être un peu difficile d'entendre ces propos-là qui sont très très philosophiques, ce que signifie en fait le matérialisme. En fait, pourquoi on parle de matérialisme? Parce que je pense que c'est ça fondamentalement la substance en fait du texte qui nous a été lu là. C'est qu'en fait, dans nos histoires, à la fois d'anthropocène, de catastrophes écologiques aujourd'hui, de comment trouver les solutions, de voilà, depuis que ça devient un vrai enjeu à la fois médiatique et presque mainstream en fait aujourd'hui, l'écologie, il me semble, et aussi dans l'université et donc dans tous les foisonnements théoriques qu'il y a autour de cette thématique, il me semble que nous rejouons très très fort en fait des dynamiques anthropocentrées où en fait on aurait l'impression que nous sommes les sujets de cette catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait c'est à nous de sauver le monde, en gros. C'est à nous de sauver le monde, c'est à nous de sauver la Terre, c'est à nous de nous sauver en général pour nous-mêmes, on va pas se mentir. Parce que si ça nous inquiète, c'est parce que l'espèce humaine est en train de menacer ses propres conditions de vie, mais qu'au fond les autres trucs, bon, c'est un peu regrettable, mais c'est pas ça dont on parle en premier. Et en fait, cette anthologie-là, donc des nouveaux matérialismes, vient rappeler que en fait les sujets humains, qu'on dit humains, on sait pas trop ce que ça veut dire en fait, être humain scientifiquement jusqu'à aujourd'hui, ne joue qu'un rôle qui est encastré dans celui de la matière en fait en général. Parce que nature, c'est un terme qui pose problème. Peut-être qu'on pourra en reparler mais nature, compliqué aujourd'hui de parler de nature, même s'il y a des défenseurs ardents de l'utilisation de ce terme. La matière, vous voyez bien que ça correspond à quelque chose de beaucoup plus transversal. Alors que la nature, on a souvent l'idée que c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Vous voyez, la nature, c'est la forêt, les montagnes et les rivières. Puis à nous. Alors que la matière, c'est tout ce qui nous compose. C'est les cellules, c'est les protons, les neutrons, c'est les molécules, c'est tout ce qui est à travers, en nous, par nous. Et de revenir justement à un matérialisme, c'est-à-dire de considérer que le sujet, en fait, de la crise écologique, c'est la matière. Donc comment elle se comporte à la fois dans la résurgence des maladies cancéreuses, comme des ouragans, comme du diabète, vous voyez, comme des nouveaux comportements des animaux dans leur état, dans leur état mi-sauvage, mi-domestiqué. En fait, tout ça, c'est des états de la matière. Et c'est à partir de là, en fait, c'est à ça qu'il faut s'intéresser pour parler d'écologie, plutôt que de parler uniquement, justement, de système de domination, bien qu'on va parler beaucoup de système de domination, spoiler. Non, mais les systèmes de domination ne sont pas des idées, en fait. Vous voyez, c'est pas des choses qui flottent au-dessus de nous, le patriarcat, le colonialisme, etc. Non, c'est des choses qui sont matérielles dans le sens où ce sont des espèces endogènes qui ont été introduites dans des territoires
histoires qui ont provoqué des modifications d'écosystèmes. Ce sont des nouvelles populations qui sont apparues. Ce sont des sols qui ont changé, des nappes phréatiques, la qualité de l'air. En fait, tout ça, on l'a laissé à qui ? Après, j'arrête, mais j'avais dit que ça m'emmènerait. Non, mais vas-y. Ce commentaire. Mais en fait, tout ça, on le laisse à qui ? Et ça, c'est toute la partie où ça a été cité là dans l'introduction. Jeannette Klein, elle dit on laisse ça aux scientifiques et à celles qui instrumentalisent la science. Et c'est vrai, en fait. Nous, les féministes, ou même les écolos, on va dire très du côté militant, et je parle pour moi par exemple, on n'a pas été trop team scientifique. Moi, j'ai pas trop été team scientifique dans la vie là, pas trop. Du coup, forcément que quand quelqu'un ramène la science, je sens qu'il y a quelque chose d'un peu intimidant qui vient se mettre et où je me dis j'ai pas le discours pour en parler. Moi, de toute façon, je parle d'un point de vue social. Sauf qu'en fait, cette division entre le biologique d'un côté et le social de l'autre fait partie du problème écologique en fait, parce que le social aura toujours plus de valeur que la nature, justement, ou l'espèce de matière un peu passive et inerte qu'on appelle nature. Et donc, de rematérialiser, de recorporaliser, ça demande de se refamiliariser avec la science. Et toutes les personnes du nouveau matérialisme qui nous ont été citées là sont des biologistes. River Barad a fait sa thèse en physique quantique. Alemo, comment s'appelle, Tuana. Enfin, tout ça sont des personnes qui connaissent sur le bout des doigts Darwin, etc. Et je pense qu'il est mais Latour avait déjà annoncé ça aussi, de toute manière. Haraway, enfin voilà, on a des noms comme ça qui sont quand même dans les espaces des discussions écologiques, qui sont très très familiers des sciences qu'on dit dures, en opposé des sciences molles, qui sont nous, je pense, la philosophie, les sciences sociales. Et qu'en fait, cette espèce de refamiliarisation, elle est nécessaire aujourd'hui parce que si on a peur, en gros, de la science, ça veut dire qu'on a peur de la matière et ça veut dire qu'on se campe dans des positions anthropocentrées, en fait, où l'humain ne fait pas partie de cette matière-là. Voilà. Mais justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire avant de rentrer vraiment dans le cœur de ton livre et de ta réflexion. Tu viens dans un festival, du coup, à l'école de l'Anthropocène, qui est un festival donc de pensée, mais aussi un festival de sciences. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette démarche de venir dans ce genre d'espace de discussion ? Mais précisément ça, j'allais dire. Mais précisément pour moi, d'avoir justement l'occasion... Bon, alors moi, en vérité, j'avais quand même mon idée derrière la tête. Moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans mon livre et ce soir, c'est d'érotisme. Voilà. Il paraît, on va revenir là-dessus. Spoiler, pareil. Parce que je considère que l'érotisme et le plaisir, ce sont pareil des notions qui ont été complètement, sinon disqualifiées, mais mises complètement de côté dans le discours écologique, et notamment dans un discours écologique qui mettrait la matière au centre. En fait, mon propos, mais comme Alemo, c'est de dire la nature, ce qu'on appelle nature, prend du plaisir. En fait, elle jouit. Et ça, c'est une dimension de la vie biologique. Alors que nous, les écologistes, donc du coup que moi j'appelle plutôt conservateurs ou hétéros, quoi, considèrent que la nature, elle est à protéger. Et ça, en fait, c'est une relation très très hétérosexuelle en fait, finalement, au vivant, à considérer que le vivant doit être sanctifié, protégé, et au mieux ce qu'on va avoir chez eux, c'est d'avoir un discours du type il faut léguer une bonne nature à nos enfants. Donc vous voyez, il y a tout un discours autour de quelque chose de propre et de préservé. Or, les écologies queer, mais on va peut-être y revenir, viennent justement dire que la nature en elle-même, elle se conserve même pas. En fait, cette idée-là qu'elle se conserve au sens d'une sanctification et d'une perméabilisation et d'une préservation, c'est très très humain en fait de penser ça. La nature, au contraire, elle rentre en collision avec elle-même tout le temps en fait. Et du coup, moi, mon intérêt de venir dans ce genre d'événement, c'est de déplacer en fait certains termes du débat à partir de mon écoféminisme, en tout cas de la version qui me bouge et qui m'anime, de parler d'érotisme et de plaisir comme d'un enjeu qui n'est pas anthropocentré. En fait, moi, je pense vraiment que parler d'écologie, c'est parler de plaisir. Et que si on fait pas ça, on est en train un peu de rater le débat dans un sens. Et en troisième lieu, en troisième partie, pour répondre peut-être plus directement à ta question, c'est justement d'avoir un espace qui puisse permettre une juxtaposition de pensée qui soit à la fois... Enfin, tu sais, là, il y a eu des personnes issues du milieu artistique hier. Il y a des personnes issues du milieu scientifique. On va parler des abeilles un peu plus tôt. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc où tout se juxtapose comme ça. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Mais je pense qu'en tout cas, pour arriver dans une écologie avec des objets plus hybrides, je parle à la Latour, là, il va falloir qu'on arrête de parler que entre philosophes, que entre scientifiques, que entre... Voilà. Et je pense que ce genre d'événement, de ce que j'ai compris en tout cas, ça a vocation à justement pouvoir provoquer en fait ce genre de discussion. On essaye en tout cas. Ouais, pour l'instant ça va, c'est réussi. Et donc ce terme d'éropolitique, il est au cœur de ta réflexion. On l'entend un peu comme un appel à remettre donc, ce que tu disais, l'érotisme au cœur de nos rapports sociopolitiques, mais aussi avec la nature. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que tu entends réellement par ce terme d'éropolitique ?
Alors, héropolitique, très simplement, c'est la contraction de héros ou érotisme et politique. Donc voilà, je me suis pas trop foulée là, mais c'est bien. Moi, j'ai inventé un terme, c'est super, et c'est bien. J'ai 32 ans et j'ai inventé un terme, c'est bien. Quand on fait de la philo, on aime bien inventer des termes. C'est un truc qu'on nous dit, il faut faire, c'est nul, hein, mais voilà. Du coup, moi, je suis contente, j'ai fait mon petit terme. Mais au-delà de ça, il y avait pas qu'un truc très superficiel de il faut que je fasse un néologisme. C'est que en fait, moi, je voulais parler d'érotisme au début. Sauf que, érotisme, c'est compliqué. Souvent, en gros, on utilise érotisme pour pas dire pornographie. Érotisme, c'est la version respectable de la pornographie. Vous voyez, c'est les films érotiques. Vous voyez ce que c'est, les films érotiques? Moins de 16 ans. Voilà. Alors qu'un film porno, c'est pas pareil et c'est moins de 18 ans. Et c'est ça toute la différence. Parce qu'on sait très bien qu'en 2 ans, a priori, il se passe quelque chose qui fait qu'on passe de l'érotisme à la pornographie. Non, mais en vérité, c'est très intéressant parce que l'érotisme, il a une forme de respectabilité dans le débat. C'est-à-dire, quand vous parlez d'érotisme, vous allez être tout de suite vu, c'est presque bourgeois, en fait. C'est presque une manière d'embourgeoiser le sexe qui, dans son caractère pornographique, est vulgaire. Donc est sale et quelque chose d'inacceptable. On parle pas de ça dans des espaces de la pensée propre, quoi. Et justement, donc moi d'utiliser le terme d'érotisme, ça me dérangeait un peu parce qu'il y avait tout cette espèce de bagage. Et en même temps, parler de pornographie, ça réduisait énormément ce que je voulais raconter aussi. Le plaisir, c'est encore autre chose parce que tout érotisme n'a pas forcément comme but comme but peut-être, mais tout érotisme n'arrive pas forcément à provoquer du plaisir. On peut ressentir de l'érotisme sans avoir du plaisir. Ça peut être une finalité, mais on n'y arrive pas forcément. Donc, je voulais pas utiliser l'érotisme tout seul, je l'ai contracté à politique. Pourquoi ? Pour sortir déjà d'une vision très individuelle de l'érotisme. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'impression que l'érotisme, en gros, c'est juste se faire kiffer sur un objet, quel qu'il soit d'ailleurs, ce qui est en général la définition du plaisir la plus mainstream. C'est-à-dire arriver à une sensation de satisfaction ou de gratification manifestée par des signes corporels en relation avec un objet. Et je dis objet pas au sens négatif, hein, c'est vraiment un objet dans le sens une autre, en l'assimilant. C'est-à-dire en faisant en sorte que ma relation avec cet objet aboutisse à la disparition de l'autre. Je dis ça en termes très philo, voire presque psychanalytiques. Là, désolé, je vous assure que ça va devenir un peu plus praticable. Mais c'est important de partir sur cette définition-là un peu théorique parce que ça va permettre de comprendre pourquoi moi, mon propos, il permet un peu de se décaler de ça. Et donc, la contraction entre érotisme et politique, c'était justement de désindividualiser cette histoire pour dire, en fait, aujourd'hui, quels sont les espaces, les techniques, les dispositifs, collectivement, qu'il est possible de mettre en place pour accroître notre sensation d'érotisme dans le monde. Moi, en gros, c'est ça, mon programme. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas de parti politique et je vais certainement pas vous parler de ça pendant la discussion qui va arriver parce que, du coup, ma politique, elle est déjà beaucoup plus... comment dire ? Corporelle, viscérale, charnelle, etc. Mais il y a un endroit où elle se fait, ça, je peux tout à fait le dire, hein, depuis un horizon anarchiste. Enfin, moi, ça, c'est vraiment ma tradition à la fois... militante, mon milieu social actuel. Enfin voilà, il y a quelque chose de... Je ne verrais pas un parti institutionnel proposer ça comme programme officiel sur leur site, quoi. Et pourtant, je pense que toutes les personnes qui s'engagent en politique, vous là qui êtes dans cette pièce, qui êtes venus ici aujourd'hui, là, c'est parce que vous avez éprouvé, ou vous continuez d'éprouver une forme d'érotisme vis-à-vis d'une lutte. Je pense tout le temps ça, en fait. Mais cet érotisme-là, il n'a pas de couleur, d'une certaine manière. Parce que je pense qu'aussi, à l'extrême droite, ces personnes-là sont profondément motivées par une sorte d'intérêt libidinal, en fait, vis-à-vis de la souffrance d'autrui, vis-à-vis d'une forme de sadisme généralisé. Donc, en gros, l'érotisme, il est au cœur, en fait, de la politique actuelle. Et on ne devrait pas en parler que quand on parle des incels, en fait. Tu dis dans ton livre, Hitler faisait bander les fascistes. Ouais, alors c'est pas moi qui le dis. Mais oui, c'est le titre d'un de tes chapitres. Oui, c'est le titre d'un de mes chapitres qui vient... en fait, les personnes dans la philo qui ont théorisé ça pas mal, c'est Deleuze et Guattari dans leur livre, l'Anti-Oedipe et ensuite Mille plateaux. Où en fait ils parlent justement beaucoup, et avant ça en fait il y a toute une tradition qui s'appelle le freudo-marxisme, pareil, qui a été très très oublié en France notamment, qui parle justement du rapport en fait du fascisme vis-à-vis de la sexualité, et en fait du rapport notamment de la comment dire ça, de la sexualisation, de l'érotisation, voilà encore un terme plus respectable, des figures d'autorité. Ça, on le voit très bien aujourd'hui, pour le coup. Ces gens-là provoquent des choses sur nous qui sont de l'ordre du libidinal, du sexuel, de l'érotique. Ces mots-là ne sont pas équivalents ou synonymes, mais c'est pas un cours de philo, donc on va les mettre dans le même panier, c'est pas très grave. Mais du coup, moi, en fait, c'est là où se situe mon débat, en fait. Je suis pas en train de dire que l'éropolitique, c'est un truc trop cool qui va tous et toutes nous émanciper et ça va être super. Je suis juste en train de ramener comme deux choses qui ont été trop divisées ou dont on a oublié l'histoire commune, en fait.
et dont les seules personnes qui ont continué à porter une histoire politique de l'érotisme pour moi sont les personnes queer, en fait, aujourd'hui. Enfin, pas les personnes d'ailleurs, les mouvements queer. Et qu'en fait, pour reparler d'écologie aujourd'hui, en fait, en gros, ce que je constate, c'est que le discours écologiste rationaliste ne fonctionne pas. Je pense qu'on peut tous le dire aujourd'hui. La quasi-totalité des personnes aujourd'hui savent la catastrophe écologique dans laquelle on est. On a tous les chiffres, on a toutes les données, on a etc. Mais ça ne change pas nos comportements. Ça ne change pas le fait qu'en fait, on devrait être, et même... on devrait être en train de tout casser tout le temps, en fait. Je veux dire, quand on parle d'émeutes ou de gens qui font n'importe quoi, c'est pas du tout... Ce qui est choquant, c'est que ce soit une exception, en fait. C'est pas du tout... Le fait qu'on aille au travail et se lever tous les jours, c'est ça, en fait, qui est choquant. C'est ça qui est un problème. C'est pas du tout le fait qu'il y ait des gens qui cassent des choses dans la rue quand il y a ce qu'on dit des émeutes. Donc bref, tout ça pour dire que moi, mon truc d'héropolitique, là, c'est d'essayer de replacer au centre à la fois donc la jouissance, la libido, sans, encore une fois, trop flirter avec la psychanalyse, bien que pour être tout à fait honnête, c'est un discours qui infuse complètement ce que je raconte, hein, évidemment. Et comment faire de ça une force collective ? Comment faire en sorte que ces choses-là soient reconnues entre nous et à travers des prismes tels que le féminisme, le décolonialisme. Ben voilà, il y a aussi des lentilles, en fait. On peut pas juste dire « Ah bah trop bien, rentrons tous dans l'orgie cosmique, écologique, multi-échelle. » Bon, ça serait super, mais ça, c'est plutôt le résultat final que le point de départ, quoi. Et par ailleurs, je pense que cette discussion, elle invite beaucoup plus de personnes. Comment dire ? En fait, tout le monde est touché par ça. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas une discrimination, une limite pour dire « Ah ben toi oui, toi non ». En fait, on est tous et toutes mus par une attraction, je pense, viscérale envers un monde qu'on défend. Sinon, personne ne se pointerait en manif, personne ne se pointerait même ici. Donc en fait, moi, ma question, c'est comment on peut politiser, philosopher autour de ça, et est-ce que c'est possible d'en faire un objet militant, en fait ? On le comprend, ce que tu nous proposes, c'est une clé de lecture de nos rapports sociaux, politiques et en fait, de nos sociétés. Et on le voit, voilà, cette question, que ce soit du plaisir, de la jouissance, du désir, tu parles du désir conquête, c'est quelque chose qui a mu nos sociétés, que ce soit des sociétés totalitaires, mais en fait le capitalisme libéral également, que l'on connaît actuellement, qui sont structurés autour de ces concepts-là. Comment est-ce qu'on fait en fait pour lutter justement contre ce désir de jouissance ? En tout cas, la façon dont il est mobilisé par que ce soit le capitalisme libéral ou les autoritarismes que l'on voit remonter, les conservatismes que l'on voit monter actuellement dans nos sociétés. Alors, ça va être long ma réponse. Allez, c'est parti. Non, mais il y a deux choses. Je vais commencer par la réponse la plus provoque, mais que du coup je vais nuancer après. Ma réponse la plus provoque, c'est... Et qui est vrai, enfin je fais pas de la provoque dans le vide, là, je le pense vraiment. C'est... On ferait erreur que de penser que le désir peut être un endroit d'harmonie. Et encore plus le désir sexuel. Et je crois que ça a été une erreur, notamment d'un certain pan du féminisme, qui par ailleurs existe toujours aujourd'hui, de nous faire avoir une sexualité qui serait donc égalitaire. Un truc qu'on entend beaucoup, notamment autour des débats autour du consentement. Où en fait le consentement permettrait d'avoir une sexualité plus égalitaire, harmonieuse. Mais égalitaire est le mot qui me dérange le plus, probablement. Et c'est en ça que je veux déjà me démarquer un peu justement de positions qui viseraient à dire il est possible, par le féminisme, une écologie plus sensible, etc., d'apaiser une forme de tempête intérieure et contradictoire qui serait le résultat d'un désir malade, en fait. On entend aussi un peu ces espèces de diagnostics comme ça d'une société malade qui ne sait plus désirer, etc. Bon, je pense que ça, non seulement c'est faux, mais c'est aussi particulièrement nocif pour nos luttes et pour toute lutte d'ailleurs, que de penser qu'il y a des malades et des sains et qu'en fait le but des malades est de guérir à travers un dispositif qui là serait par exemple le féminisme. La deuxième couche, qui est là encore une fois plus peut-être philosophique, mais c'est que le domaine du sexuel, et là je parle vraiment du sexuel au sens être excité par quelque chose qui nous fait monter une sorte de tension, là, c'est ça, la sexualité repose sur une tension, d'évacuer la tension, ce ne serait plus du sexe en fait. Ça ressemblerait à autre chose, mais sans tension, il n'y a pas de sexe. Et en fait, la tension, elle n'est pas mauvaise en soi. Et pourquoi ? Parce que la tension, en fait, elle est contradictoire. En gros, le sexe, d'un point de vue plus psychanalytique, là, c'est un objet contradictoire en soi. Dire que vous êtes tellement attiré par quelque chose que ça vous dérange. C'est ça. Et c'est dur de parler de ça avec des mots. Hein. Je veux dire, de verbaliser, c'est compliqué, mais c'est intéressant comme exercice. Quand vous vous sentez comme dépassé, quand vous vous sentez un peu obsédé, vous voyez, par quelqu'un ou quelque chose, enfin, il y a vraiment cette idée-là que je veux cette chose ou cette personne, et en même temps, quelque chose en moi se désolidarise du fait que c'est bien, ou qu'il le faut même. Vous me suivez dans ce que je raconte ? Ouais. Je sais pas, des fois je pars un peu loin, du coup j'ai quand même envie de m'assurer que ce que je raconte est compréhensible.
En fait, de vouloir évacuer ça, ça nous ferait justement, pour moi, et c'est exactement ce que fait le fascisme en fait, rentrer dans des sociétés qui seraient de l'ordre du dressage. C'est-à-dire qu'on nous dirait qu'il y a un type de désir seulement qui est valide et qu'il faudrait le faire de telle manière. Une fois que j'ai dit ça, donc voilà, pour moi, le désir est par définition contradictoire, tourmenté, une menace à moi-même en fait. Mon désir est toujours une menace à moi-même et à ma propre intégrité. C'est-à-dire que je me sens toujours un peu humiliée par mon propre désir. Il y a un peu toujours de ça, genre... C'est pas assez bien pour moi d'être attirée par ça. Pourquoi ? Peut-être on pourra y revenir. Parce que l'idée d'être un humain ou une humaine est profondément anti-désir. C'est-à-dire, en gros, ouais. Mais en fait, dans l'entreprise coloniale qui a été l'invention de l'humanité, allez, on fait des gros raccourcis comme ça. J'adore. Non mais le concept d'humanité, il apparaît globalement assez tardivement dans notre histoire, comme on l'entend aujourd'hui. Oui. Et il apparaît notamment grâce ou à cause des expéditions coloniales qui ont permis de décider qui était un humain et qui ne l'était pas, très rapidement. Vous couplez ça avec le début de l'histoire de la domestication à grande échelle dans le monde et vous avez en gros l'idée que Homo sapiens, un peu plus tard, au 19e siècle, là, représente le prototype d'humanité. Depuis l'histoire coloniale qu'on connaît, donc c'est-à-dire qu'il existe des vrais humains et des faux humains, des proto-humains et souvent des animaux, qui sont rivés justement au monde du désir, au monde de l'émotion, au monde du corps. En opposition, les vrais humains, eux, sont des êtres de raison, sont des êtres de contrôle, sont des êtres qui sont capables de s'ordonner et de se mesurer. C'est pour ça que moi, quand je ramène mon histoire de désir, je dis que déjà, par définition, on est mal à l'aise vis-à-vis de notre propre désir parce qu'on a cet encodage déjà là, humain, qui nous fait dire « Mais oui, c'est cette expression « baiser comme des animaux ». Et pour moi, on a tellement d'expressions qui nous disent déjà « Ouais, non, tout ce qui est au niveau du sexe, là, c'est pas nous. » Alors que c'est absolument faux. Donc c'est pour ça que même l'idée que mon désir me menace en tant qu'être humain, c'est déjà une construction sociale à laquelle on a tous et toutes été soumises, là, pour le coup. Et où je m'en allais avec cette histoire déjà ? Pourquoi on parlait C'est à toi de nous le dire là parce que... Non mais ta question... Ah oui. Donc premièrement, le désir est contradictoire, etc. Donc voilà, je veux garder cette définition-là. Et deuxièmement, ça va me permettre de finir quand même et de boucler, nous vivons dans des sociétés, donc aujourd'hui on peut dire qu'il existe une internationale fasciste, on est dans une version du capitalisme fossile extractiviste qui est inédite dans l'histoire de l'humanité et de la Terre. On est dans des formes de pouvoir d'une violence inouïe envers les humains et les autres qu'humains. Bref, voilà, je ne vous fais pas tout le truc, réchauffement, effet de serre, bref. Voilà, vous avez toute la liste en tête, ça s'appelle Festival de l'Anthropocène après tout, l'école de l'Anthropocène. La façon dont on désire aujourd'hui est profondément captée par le capitalisme qui a réussi à nous faire croire que le désir s'arrogeait autour du manque. En gros, la plupart du temps, quand on désire, ce qu'on a en tête, quand moi je demande à mes étudiantes, c'est quoi le désir ? Et elles me disent, c'est quand on manque de quelque chose et qu'on veut l'avoir. Ce qui n'est pas complètement faux, mais disons que le capitalisme a complètement dissous toutes les autres potentielles manières de désirer. Et vous voyez bien que cette manière-là de désirer, elle est non seulement très compatible avec le capitalisme, mais aussi avec le colonialisme, et en particulier aussi avec le patriarcat. Pensez à la culture du viol, pensez à l'idée qu'en fait, il y a des objets, il y a des sujets de désir, les objets doivent être consommés par les sujets. Et là, en fait, on est dans la catastrophe sociale, tout, en fait, écologique, patriarcale, etc. Donc moi, ma question, c'était de dire, oui, le désir est contradictoire. Cela dit, le système dans lequel on est aujourd'hui, un entrecroisement de systèmes, a continué à augmenter une certaine définition du désir qui est en fait plus si contradictoire. Pourquoi ? Parce que ce que j'appelle donc le désir conquête, c'est l'idée qu'il existe un moi dont le désir va s'exprimer par l'attraction envers autrui et son assimilation. Assimilation, ça veut dire disparition. En gros, pensez à la nourriture, si vous voulez. Je trouve que c'est un bon exemple en général. Vous avez trop envie de manger quelque chose, là. Vous avez la chose en face de vous. Vous la mangez. La chose a disparu. Vous êtes content. Votre désir, il est rempli et satisfait. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Dans 1 heure ou 2, vous allez avoir faim et vouloir refaire la même chose. Et ça, si vous voulez, c'est un peu l'encodage du désir qu'on a tous et toutes en tête. Et moi, le propos du livre, c'est justement de dire que ce désir-là, que j'appelle donc ça désir conquête, il a pour but de solidifier le moi. Donc, il a pour but, en fait, d'étendre les limites du moi. Quand je mange mon truc, en fait, j'assimile la chose en moi. La chose n'existe plus, moi, j'existe plus, puisque j'ai plus de vitalité, plus de force, plus d'énergie. Mais la chose en elle-même n'existe plus. Et en fait, quand vous transposez ça donc à la nature, au territoire, aux terres, aux femmes, aux minorités, en fait, forcément que vous allez rentrer dans un régime destructeur et nécropolitique, en fait. C'est-à-dire où
la façon dont vous vous présentez comme sujet envers le monde, dans le monde, c'est par votre capacité à infliger de la souffrance, puisque vous devez assimiler autrui en fait tout le temps. Et donc ça, qui vise à augmenter le moi j'y oppose. C'est pas assez nuancé en vérité, comme je le dis là, mais c'est pas grave. Un désir qui, au contraire, aurait tendance à menacer le moi. C'est-à-dire pour moi, le désir devient intéressant, excitant en vérité. C'est pas que intéressant théoriquement. Alors moi, je pense, d'ailleurs, je sais pas vos expériences personnelles là, je pense qu'on est plus excité quand on est profondément fissuré que quand on est rassuré. dans la vie sexuelle ou pas d'ailleurs. En gros, non mais c'est vrai, quand on rencontre des gens, moi par exemple, je trouve que les gens qui m'ont le plus excité dans la vie, c'est des personnes qui m'ont beaucoup bousculé. C'est-à-dire qui m'ont fait voir le monde différemment, où je me suis dit waouh, là j'ai un peu l'impression de perdre pied quand je discute avec cette personne, plutôt que quand je suis avec quelqu'un qui valide un peu tous mes points de vue. Bien que ça puisse être nécessaire, on peut pas être tout le temps bousculé, mais globalement dans la vie, on avance en se fissurant, je pense. Je suis philo, hein. Je pense que ça s'entend. Peut-être j'aurais dû le dire avant que ma réflexion elle vient quand même de la philo. Mais et voilà. Et donc en fait le désir conquête il vise à augmenter, étendre par l'assimilation et l'ingestion et la dissolution de l'autre. L'autre désir qui a pas vraiment de nom parce qu'en fait c'est toujours du désir et j'ai pas envie de faire des catégories binaires de on pourrait sortir du désir conquête. Non, je pense pas qu'on puisse complètement sortir du désir conquête. Surtout pas en voulant le lisser encore une fois. Donc en gardant la partie contradictoire, mais en allant vers un désir qui nous emmène plus vers quelque chose donc d'étrange, d'inconnu, de bouleversant, mais au sens qui menace ma propre intégrité. Et ça, je crois que dans l'espace de l'écologie, c'est très possible. Et c'est pour ça que je parle d'écosexualité, c'est pour ça que je parle de plein d'endroits du désir qui nous sont a priori suspects, parce que trop bizarres. Et c'est pour ça que mon histoire, elle est déjà désanthropocentrée d'une certaine manière dès le début. Voilà. Eh bien Myriam Bafou, merci beaucoup. Vous l'aurez compris, si vous voulez découvrir ou redécouvrir la pensée riche, foisonnante de Myriam Bafou, c'est dans ce bouquin-là qui est à retrouver à la librairie juste en dessous. C'est également ce soir, donc à 17h, pour la masterclass Héropolitique et écologie. C'est bien ça ? Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Malheureusement, on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans cet entretien exactement. Il y a une masterclass qui commence tout de suite à 14h avec Robin Munier. Abeille, devenir pollinisateur de l'agro-industrie, c'est juste en dessous, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Je vous propose de faire beaucoup de bruit pour Myriam Bafou. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.